Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bi Bonjour tout le monde. bienvenue sur cette, webconférence exceptionnelle. On vous laisse vous connecter. Bonjour Ethel, bonjour Saba, bonjour à tous. Donc conférence exceptionnelle. Aujourd'hui, on est en pleine période de déclaration des revenus, ça ne vous aura pas échappé. Donc on vous propose ce nouveau format exceptionnel, voilà, pour vous aider, que vous, soyez accompagné ou non, que vous ayez des revenus, locatifs, meublés, des revenus de location vide, que vous soyez encore en train de réfléchir à votre investissement. L'idée, c'est d'essayer de répondre à un maximum de questions aujourd'hui. On a prévu un créneau assez large, on a prévu 1 heure. On est avec Aurélie, donc, comme d'habitude. Aurélie, qui est experte en fiscalité immobilière et puis directrice des partenariats chez Amarissimo. Ce qu'on va faire, Aurélie, ça va être, on a prévu quelques slides assez simples pour récapituler les grandes étapes de déclaration, déclarer du foncier, du meublé, la nouvelle déclaration, les nouvelles obligations de cette année. Donc on va revenir rapidement là-dessus et puis laisser un maximum de temps pour répondre à vos questions dans la foulée. Bien sûr, comme d'habitude, dès la fin de l'événement, vous recevez le replay. Donc, si vous ne pouvez pas rester sur tout le live, vous aurez le replay qui arrivera directement dans votre email. Je crois que j'ai dit le principal. Aurélie, je propose peut-être de démarrer. On va peut-être rappeler qui on est pour ceux qui ne connaîtraient pas. Très bien. Merci beaucoup Régis. Bonjour ou rebonjour à tous. Donc effectivement, on va aborder, alors peut-être sous un délai d'une petite demi-heure pour lancer le sujet et après répondre à vos questions. Alors les questions et la thématique, c'est bien la déclaration des revenus locatifs et non des revenus personnels parce que on pourrait s'étendre. Donc pour rappel, alors, petite présentation d'Amarissimo pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. On est un cabinet d'expertise comptable qui est dédié à l'immobilier. On a la chance d'accompagner aujourd'hui près de 20 000 clients pour à peu près 30 000 lots. Nous avons 1000 partenaires référencés qui nous recommandent et on est sur une acquisition client moyenne de 400 nouveaux clients par mois, même si en pleine période fiscale, on est plutôt autour des 600 nouveaux clients qui rejoignent Amaris pour être aidés dans cette période déclarative. Nous accompagnons les clients, les investisseurs qui réalisent de la location meublée, mais également ceux qui ont investi dans des dispositifs type Pinel, monuments historiques, déficit foncier, ou alors tous ceux qui ont constitué des sociétés type SCI, SARL de famille et qui ont besoin de notre solution, soit pour la constituer, constituer et la gérer comptablement, soit uniquement pour la gestion comptable et fiscale. Donc voilà pour la présentation d'Amarissimo. Aujourd'hui, donc, pour pouvoir planter un peu le décor et laisser aussi le temps à toutes les personnes et de se connecter et d'arriver avec leurs propres questions, je vous propose de rappeler quelques règles pour bien déclarer ses loyers lorsqu'on fait de la location vide ou lorsqu'on fait de la location meublée. Et puis, on fera un petit focus sur la déclaration de mes biens immobiliers, hein, la nouveauté 2023. Donc, avant ça, je voudrais vous rappeler quand même qu'on a un nombre d'erreurs qui est quand même très important sur les déclarations, notamment sur la déclaration de location meublée, où on identifie à peu près 70% d'erreurs avant que les clients puissent venir nous rejoindre. Donc, parlons de ces revenus locatifs. Contextualisons pour rappel, lorsqu'on fait de la location vide, on va déclarer ses revenus sur la catégorie des revenus fonciers et on va choisir entre le régime du micro ou le régime réel. Alors, cette option, elle s'offre à nous dès lors qu'on a des revenus inférieurs à 15 000 euros. Mais si ces revenus sont supérieurs à 15 000 euros, on est obligatoirement au régime réel. En deçà de ces seuils, on a le choix d'opter pour le régime réel si on le souhaite. Et lorsqu'on formule cette option, ça nous engage pour une durée de 3 ans. En location meublée,
jusqu'en 2017, on pouvait exceptionnellement les déclarer en revenus fonciers si justement on faisait une activité de location meublée à titre exceptionnel. Désormais, dès lors qu'on fait de la location meublée, même pour une semaine, on doit obligatoirement déclarer son activité, ses revenus en tout cas, dans la catégorie des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Là aussi, deux options, le régime du micro ou le régime réel. Alors, je préciserai quand même que pour les indivisions, l'option pour le régime du micro BIC n'existe pas. On est obligatoirement au régime réel. Mais dans tous les autres cas, on a le choix entre le micro-BIC ou le régime réel. Micro-BIC, si on a des revenus inférieurs à 77 700 €, voire 188 700 si on fait de la location saisonnière et qu'elle est classée, qu'on a le label meublé de tourisme, et au régime réel pour les montants supérieurs au seuil que je viens de vous indiquer, ou alors sur option. L'option pour le régime réel simplifié, on peut la formuler chaque année, alors que pour le régime réel normal, on s'engage pour 2 ans. En principe, en location meublée, on est plutôt sur le régime réel simplifié. Donc, chaque année, cette option va pouvoir se formuler au moment de la déclaration d'impôt. Pour la location meublée, en 2023, je vais pouvoir modifier mon option pour mes revenus 2023 que je déclarerai donc en 2024 lorsque je vais faire ma déclaration, enfin mon échéance, c'est la date de déclaration. Donc, si vous êtes en Loire-Atlantique, l'échéance étant le 1er juin, vous avez jusqu'au 1er juin pour opter pour le régime réel ou le régime micro pour votre activité de location meublée pour vos revenus 2023. En location vide, cette option, vous pouvez le formuler chaque année, mais pour vos revenus de l'année N-1. C'est-à-dire que cette année, en 2023, vous allez pouvoir choisir entre le micro ou le régime réel pour vos revenus 2022, vos revenus locatifs 2022. Et je le rappelle, si vous avez opté pour le régime réel, vous êtes évidemment tenu de respecter cet engagement pour 3 années. Voilà pour le rappel. Alors maintenant, quels sont les montants qui sont à déclarer dans vos revenus locatifs? Première chose, en location vide, c'est des catégories de revenus fonciers et vous allez donc déclarer votre loyer hors charge. Les loyers logements, locaux professionnels, commerciaux, les revenus de vos terres agricoles, les loyers de vos garages par exemple. C'est donc dans la catégorie des revenus fonciers et c'est le montant hors charge. Vous ne devez pas déclarer votre dépôt de garantie, sauf si vous l'avez conservé. Imaginons que vous avez eu un locataire peu scrupuleux et qui n'avait pas réalisé le ménage, par exemple, ou qui a causé quelques dégradations, ou alors qui n'avait pas payé son dernier loyer, et que vous avez conservé le dépôt de garantie pour venir remplacer les dégradations connues, eh bien, vous devrez déclarer le montant qui a été conservé. Si vous avez perçu également des indemnités d'assurance, notamment pour des loyers impayés, pour peu importe la cause du sinistre d'ailleurs, mais vous avez perçu des montants de l'assurance, n'oubliez pas également de le déclarer. Et enfin, un dernier point qui est très peu connu, mais c'est les avantages en nature que vous pourriez avoir sur des biens autres que les logements. Imaginez que vous détenez un terrain de loisirs et que sur ce terrain de loisirs, en fait, vous ne le mettez pas en location, donc vous conservez un avantage en nature de ce terrain, eh bien, vous devriez déclarer l'avantage en nature, soit donc le loyer théorique que vous devriez percevoir si vous étiez amené à le louer. Donc, c'est très peu connu, pourtant, c'est une obligation. Donc, pensez-y pour tous les biens autres que les logements. Ça pourrait être des garages, ça peut être des terres, ça peut être un étang de loisirs, ça peut être des locaux professionnels ou autres. Dès lors que vous en conservez un avantage en nature, vous devez le déclarer. Alors, en revenu foncier, location vide, c'est spécifique. Vous avez donc les loyers d'un côté, vous avez les charges, et les charges déductibles sont listées.
Et donc, on va les mentionner, hein, les dépenses que vous allez pouvoir déduire. Je rappelle juste que vous devez déduire les dépenses qui sont payées dans l'année du 1er janvier au 31 décembre. Vous devrez déduire, donc vous pouvez déduire les travaux d'entretien et de réparation. Vous devez également déduire les travaux d'amélioration, sauf dans certains cas, notamment les travaux d'amélioration pour les logements sont déductibles. En revanche, les travaux d'amélioration pour des locaux commerciaux ou des locaux professionnels ne sont pas déductibles, à l'exception s'ils vous permettent de réaliser de la location. Je m'explique, vous avez un local commercial, vous décidez de faire des travaux d'amélioration dans l'objectif de le louer parce que vous avez des difficultés à trouver preneur. Dans ce cadre-là, l'administration fiscale tolérera la déduction. Si c'est juste pour la prison, si vous prenez simplement en charge des travaux qui devraient notamment être à la charge du preneur, puisque sur des baux commerciaux ou des baux professionnels, c'est en principe le preneur qui doit prendre en charge ces travaux, eh bien, vous ne devriez pas pouvoir les déduire. Vous allez pouvoir également déduire les frais d'administration et les frais de gestion. Donc, notamment, si vous passez par une agence immobilière, vous allez pouvoir déduire les honoraires de location et les frais de gestion locative. Vous allez pouvoir également déduire les frais financiers, les intérêts d'emprunt et l'assurance emprunteur. Et puis, éventuellement, certains impôts comme la taxe foncière. N'oubliez pas de déduire 20 € par local principal. Ça veut donc dire que si vous louez un logement avec un garage à un même locataire, que le garage est un annexe, vous déduirez seulement une fois 20 €. En revanche, si vous avez un logement qui est loué à un locataire et un garage qui est loué à un autre locataire, vous avez bien 2 contrats, 2 locaux qui sont loués et donc vous allez pouvoir déduire 2 fois 20 €. Est-ce que dans les frais d'administration, on compte, c'est Pierre-André qui nous demande si des frais d'huissier, par exemple, pour faire partir un locataire qui ne paye pas ses loyers, ça rentre dans Ce ces… sont des charges qui peuvent être déductibles, effectivement, des revenus locatifs. Quels sont les points de vigilance? Alors, faites attention parce qu'on détecte quelques anomalies quand on reprend certains dossiers, notamment dans la déduction de la taxe foncière. Certains d'entre vous ont également la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères qui est appelée en même temps que la taxe foncière. Ce n'est pas le cas de tous les propriétaires, ça dépend des territoires, ça dépend de la gestion des déchets sur ces territoires. Dans l'hypothèse où elle est appelée en même temps que la taxe foncière, n'oubliez pas de la déduire puisque la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères est une charge récupérable auprès du locataire et toutes les charges récupérables auprès du locataire ne peuvent pas être déductibles. Les charges de copropriété, vous allez également déduire les provisions théoriques et réaliser une régularisation qui a lieu N+1 après l'arrêté des comptes définitifs. Dans la plupart des cas, vous devriez être amené à revenir sur votre déclaration d'impôt de revenus fonciers l'année N-1 pour pouvoir faire la régularisation lors des livraisons des premiers logements. Donc ça, lors de la livraison des logements neufs, ce qui n'est pas le cas dans l'ancien où c'est un peu différent. Si vous décidez de faire installer une cuisine aménagée, et je pense là aussi au logement neuf, attention, les travaux sont en principe non déductibles si le bien est neuf. Si le logement est ancien, dans ce cadre-là, on va pouvoir le déduire à condition que la cuisine aménagée soit bien mentionnée dans le bail. Et je préciserai que si vous avez une cuisine aménagée et équipée qui est louée dans un logement vide et que vous êtes amené à remplacer de l'électroménager, ces frais de remplacement ne seront pas déductibles. Alors, je vois Marina qui pose une question. Dans les provisions sur charge de copropriété, faut-il déduire la partie récupérable? Alors, vous avez en fait la provision théorique que vous avez payée et la partie régularisation qui normalement sont mentionnées sur votre décompte de charge de copropriété.
Donc, dans ces mouvements-là, en fait, ça intègre les frais récupérables. Donc, vous mettez bien, en fait, les montants payés d'un côté et les montants régularisés de l'autre. Et c'est ce qui vous permet, en fait, d'avoir le montant, c'est la soustraction des deux qui vous donne le montant déductible. Et on avait une question sur les charges déductibles par local. Oui. Pardon, alors, les 20 € de charge, en fait, c'est tout simplement un forfait qu'accorde l'administration pour justement supporter les éventuels frais donc voies postaux qu'on pourrait avoir sur son activité. Donc Dominique nous demandait s'il loue 32 garages, il fait 32 fois 20. Tout à fait. Ok. Voilà. Quelles sont les charges non déductibles? Alors, en location vide, je précise encore qu'on est sur les locations vides, les travaux de construction, reconstruction et d'agrandissement ne sont pas déductibles, tout comme les charges récupérables auprès du locataire. Donc, si vous avez un contrat d'entretien de chaudière, par exemple, comme vous récupérez cette charge auprès du locataire et vous devez la récupérer, cette charge ne serait pas déductible. Pour les travaux d'agrandissement, imaginez que vous êtes propriétaire d'un bien. Dans ce bien, vous avez un grenier. Vous avez décidé d'aménager votre grenier pour en faire une troisième chambre, par exemple. Eh bien, on est bien dans des travaux d'agrandissement. Vous allez agrandir la superficie habitable et donc construire finalement une nouvelle partie de votre bien immobilier. Donc, vous ne pourrez pas déduire ces frais engagés. Ce ne sont pas des travaux d'amélioration, ce sont des travaux d'agrandissement. Quelques points d'alerte dans le cadre de la déclaration. N'oubliez pas de déduire vos frais financiers, notamment quand vous faites l'acquisition d'un bien en VFA. Alors, en VFA, un bien en VFA, c'est une vente en l'état futur d'achèvement. Vous allez souvent passer donc chez le notaire et quand vous allez passer chez le notaire, vous allez être propriétaire de votre bien qui est en phase de construction. Vous supportez à ce moment-là des frais financiers, notamment ceux qui ont évidemment souscrit à un emprunt bancaire, donc tout ce qui est frais de constitution de votre dossier, les frais de garantie, et puis les éventuels intérêts intermédiaires ou intérêts bancaires que vous êtes amené à supporter. N'oubliez pas de les déduire puisqu'ils ne vous permettront pas de déduire un déficit foncier, mais vous permettront de stocker un déficit sur vos revenus fonciers. Ça veut donc dire que vous allez avoir cette fameuse charge qui va être stockée, que vous pourrez déduire sur vos prochains revenus locatifs. En moyenne, alors cette moyenne va évoluer parce qu'on a des taux d'intérêt qui sont de plus en plus importants, mais avec des taux historiquement bas, ça nous permettait d'identifier en moyenne une économie d'impôt de 7 à 800 € sur les dossiers de nos propriétaires bailleurs. D'où l'intérêt de bien faire sa déclaration, quand bien même le logement n'est pas encore livré et n'est pas en location, puisque vous avez bien une intention de le louer. Autre point, ne pas confondre bâtiment de France avec monument historique. On a parfois certains propriétaires bailleurs qui font une confusion entre ces deux termes. Le monument historique va permettre de déduire l'intégralité des travaux des revenus globaux du foyer, alors qu'un bâtiment de France ne permet pas ce type de déductibilité. Ne pas oublier de déclarer les annexes pour les dispositifs fiscaux. Donc, si vous avez investi dans un dispositif type Pinel ou autre, mais c'est celui qui est le plus connu aujourd'hui, n'oubliez pas de compléter la 2042 RICI, c'est celle qui va vous permettre de dégager ou de déclarer, enfin, de déclencher votre réduction d'impôt. Trop de propriétaires oublient cette déclaration-ci et passent à côté de l'intérêt fiscal qu'ils pourraient bénéficier. Et enfin, petit rappel, vous savez que si vous avez des charges qui sont supérieures à vos revenus locatifs, vous allez avoir un déficit foncier. Ce déficit foncier va s'impacter sur votre revenu global dans la limite de 10 700 €. Et si vous êtes dans cette situation-là, si votre déficit a donc impacté votre revenu global, vous êtes tenu à un engagement de location en location vide jusqu'au 31 décembre de la 3e année, suivant le déficit foncier qui a impacté le revenu global.
Donc ça, c'est une notion qui est très importante, notamment pour ceux qui envisageraient de basculer d'une location vide à une location meublée. Eh bien, on regardera toujours les 3 dernières déclarations pour vérifier qu'on n'a pas eu un déficit foncier. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas basculer, mais on s'interrogera et on regardera l'impact fiscal. Parfois, il reste malgré tout intéressant de changer ou de renoncer à son déficit foncier, mais ça, c'est des études qu'il faut faire avec le propriétaire pour mesurer les conséquences et les coûts. On a quelques petites questions là, si on reste notamment sur toutes les charges déductibles. On prendra les questions sur la location meublée après. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Question de Babette, là, est-ce que les travaux de rénovation énergétique sont considérés comme des travaux de réparation ou d'aménagement? Alors, ça dépend ce qu'on englobe dans les travaux de rénovation énergétique. En fait, on ne peut malheureusement pas avoir de réponse globale. Est-ce qu'en fait, on a complètement mis à nu le bâtiment et on l'a complètement reconstruit et auquel cas, ce n'est pas déductible? Ou alors, est-ce qu'on a changé un système de chauffage avec changer les ouvertures, par exemple, travailler l'isolation, et auquel cas, on est bien dans des travaux d'amélioration. Alors, concernant les travaux et les dépenses qui sont engagées dans le cadre de la rénovation énergétique, nous sommes dans l'attente d'un décret qui devrait nous permettre d'y voir un peu plus clair, parce que vous savez qu'à partir de 2023, les dépenses que nous engageons dans le cadre des dépenses, des travaux de rénovation énergétique, et je dirais même tous les devis signés à partir de novembre 2022, vont nous permettre de doubler le plafond du déficit foncier, qui est aujourd'hui à 10 700 € et qui va passer à 21 400 €. Pour nous permettre d'y voir un peu plus clair, normalement, l'administration fiscale doit publier son décret d'application qui va nous permettre de savoir quelles sont la nature des travaux qui sont éligibles et qui nous permettent de profiter du doublement du déficit foncier. Okay. Et Dominique nous demandait, je pense que c'est une question importante là, ouais, de bien clarifier la différence entre rénovation et construction. Si on divise par exemple un appartement en deux, c'est de la rénovation qui est déductible ou c'est de la construction? Il faut regarder en l'état, ça s'apparente pour moi plutôt à de la construction, de la création de logements neufs. On devrait bouger les superficies, faire des déclarations. Donc, il faut quand même regarder le dossier en l'état. Il se peut que ce ne soit pas déductible. Okay. Et quand on a un doute, on n'hésite pas à consulter l'administration fiscale, peut-être pour avoir sa position. Lorsqu'on réalise soi-même ces déclarations, n'hésitez pas, vous leur demandez un rescrit, à ce qu'elles se positionnent, en tout cas sur votre situation, ce qui vous permettra de vous couvrir. Ok. Il y a Cécilia qui avait acheté un appartement en VFA il y a quelques années, mais sans déclarer les frais financiers. Est-ce qu'elle peut encore le faire cette année? Alors, elle peut revenir jusqu'à sur ces 3 dernières déclarations. Donc, si c'était okay, dans le cas des 3 dernières, pourquoi pas, puisqu'on peut toujours modifier ces déclarations, ces 3 dernières déclarations. Et je l'inviterai à le faire, ça lui permettra d'avoir un stock de déficit. Ok. Si on achète des matériaux de travaux soi-même, est-ce qu'on peut déclarer les matériaux dans nos charges? Oui, bien sûr. On peut, à partir du moment où on réalise. Alors, j'ai même eu certains cas de propriétaires qui ont réussi à déduire même leur temps homme, mais sous le contrôle de l'administration fiscale. On avait un ancien inspecteur qui avait construit son argumentaire en ce sens et qui avait réussi à le faire passer auprès de ses clients. Alors, on va passer à la partie LMNP, il y a beaucoup de questions là-dessus. BIC, oui, on avait beaucoup plus de questions sur la partie, et je sais que nous avons beaucoup plus de loueurs en meublé. Oui. Donc, on va parler du LMNP ou du LMP. D'abord, on va se poser la question, quel est le montant qu'on doit déclarer? À l'inverse de la location vide, on doit déclarer le loyer charges comprises et même les loyers impayés. Donc, c'est vraiment les loyers qui sont dus sur la période locative. Et je vais vous donner une petite précision également, notamment dans le cadre d'une location Airbnb. Vous
Vous savez que si vous louez via ce type de plateforme, vous allez louer une nuitée, par exemple 100 € et vous allez percevoir peut-être 90 € parce que la plateforme va prendre ses commissions d'intermédiation d'une valeur de 10 € dans mon exemple. Eh bien, le montant que vous allez percevoir, c'est 90 €, mais le montant que vous devez déclarer, c'est 100 €. Et en revanche, la charge d'utilisation de la plateforme peut se déduire si vous optez pour le régime réel. En location meublée, alors, j'indique que vous ne déclarez pas le dépôt de garantie sauf conservation, c'est-à-dire que vous allez le déclarer, si vous optez pour le régime réel, ça va être déclaré dans la comptabilité, mais ce ne sera pas retenu comme des revenus en tant que tels. En revanche, si vous choisissez l'option du micro-BIC, ça n'apparaît nulle part, le dépôt de garantie n'apparaît pas. N'oubliez pas aussi de déclarer les indemnités d'assurance, tout comme on l'a évoqué sur la location vide. Et puis, dans certains cas, si vous êtes amené à avoir une occupation personnelle du bien, vous pouvez être amené à déclarer des revenus théoriques pour l'occupation personnelle. Notamment, ça concerne les locations assujetties à TVA. Je pense à des propriétaires qui auraient fait des investissements dans des résidences de tourisme type Pierre et Vacances, Bellambra ou autres. Donc, dans ces cas-là, n'oubliez pas de déclarer le revenu théorique qui correspond à votre occupation personnelle. Quelles sont les charges qui sont déductibles? Alors, l'avantage de la location meublée versus la location vide, c'est que vous allez pouvoir déduire toutes les dépenses qui sont engagées. Et ça, c'est une bonne nouvelle, contrairement à la location vide. C'est beaucoup plus simple parce qu'on sait que dès que vous dépensez 1 €, eh bien, cet euro va être déduit. Et d'ailleurs, il va être déduit que cette dépense soit payée ou non. C'est le même raisonnement que la partie loyer, en fait. Dès lors qu'on opte pour le régime réel, on est sur une comptabilité d'engagement. Donc, toutes les dépenses qui sont connues, ou les dépenses qui sont engagées, imaginons que vous recevez une facture de 1 500 € le 25 décembre et que vous la payez qu'au mois de janvier ou février, eh bien vous allez malgré tout pouvoir la déduire pour 2022 parce que cette dépense, elle est bien connue. Donc, toute dépense engagée est une dépense déductible. Après, en fonction de la nature de la dépense, soit c'est une charge déductible, soit c'est une charge qu'on va amortir. Pour faire simple, toute dépense inférieure à 600 € TTC est une dépense qu'on va déduire et pour le reste, on va l'amortir en fonction de la nature de la dépense. Par ailleurs, le gros avantage de la location meublée, c'est que vous allez pouvoir amortir votre immeuble et le mobilier. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va prendre la valeur de votre bien immobilier. Imaginons que votre bien immobilier vaut aujourd'hui 360 000 €. Et bien sur cette base-ci, on va calculer des amortissements. C'est donc une charge fictive qu'on va venir déduire de vos revenus locatifs. Donc, c'est comme si on déduisait l'achat immobilier. C'est très vulgarisé ce que je vous dis, mais pour autant, dans les faits, c'est comme ça que ça peut se traduire. Vous allez également déduire la valeur de votre mobilier sur une durée de 5 à 10 ans en fonction de la durée choisie. Les frais financiers qui sont engagés et vous allez aussi pouvoir déduire des indemnités carburant pour vos frais de déplacement. Imaginez que vous avez des frais pour vous déplacer à l'Assemblée générale de copropriété, des frais pour les visites de vos logements. Et bien tout ça, vous allez pouvoir le déduire via les indemnités carburant. Et enfin, tous frais engagés pour votre activité sont déductibles à 100% ou au prorata si on a une mixité dans l'usage. Ça veut donc dire que si vous vous en réservez, par exemple, une jouissance personnelle pour 2 semaines, eh bien, on va proratiser les charges engagées sur 52 semaines. Petit rappel, j'ai vu passer des questions tout à l'heure par rapport à la déclaration d'activité. Je pense que ça va donc répondre à certains d'entre vous. Lorsqu'on fait de la location meublée, avant même de penser déclaration de revenus, on doit penser déclaration d'activité. Contrairement à la location vide, vous devez immatriculer votre activité de location meublée. Désormais, ça se passe
dans un seul et même endroit qui est le guichet unique sur le site de l'INPI. Vous allez donc indiquer que vous réalisez une activité de location meublée, soit à titre saisonnier, soit une location meublée permanente en fonction de la nature de votre activité. Si vous êtes seul propriétaire ou vous êtes marié sous le régime de la communauté, c'est à ce moment-là que vous allez faire votre choix fiscal et vous allez donc indiquer à l'administration que vous êtes sur le régime du micro-BIC ou le régime réel. Je préciserai quand même que dans 95% des cas, vous avez intérêt au régime réel. Trop de loueurs choisissent l'option pour le régime du micro-BIC par simplicité, mais ça leur coûte très cher parce que fiscalement parlant, le fait de pouvoir tout déduire au régime réel permet d'avoir des revenus qui sont nets d'impôts. Cette option, vous comprenez, c'est uniquement si vous êtes seul propriétaire ou marié sous le régime de la communauté. En revanche, si vous détenez votre bien en indivision ou vous êtes un couple marié sous le régime de la séparation de biens, eh bien vous devez opter pour le régime réel. Enfin, c'est même pas vous devez opter, c'est le régime réel s'impose à vous. Ce n'est pas grave, ce n'est pas une mauvaise nouvelle puisque ça vous permet d'avoir des revenus nets d'impôts et qu'il est fort probable que c'est l'option que vous auriez retenue dans tous les cas. Je vous ai parlé d'amortissement, c'est peut-être un gros mot pour certains d'entre vous. L'amortissement, qu'est-ce que c'est? C'est cette possibilité de venir déduire l'usage que vous faites de votre bien immobilier. On va constater une charge comptable dans votre bilan. Et sur quelle base on va partir pour pouvoir constater cet amortissement? Eh bien, ça va être la valeur de votre bien au jour où on va le passer à l'actif. Ça veut donc dire que si vous êtes en location vide, vous étiez en location vide ou c'était un bien, une résidence secondaire et que vous décidez de le basculer en location meublée, on va prendre la valeur de ce bien à ce jour. Si vous étiez au régime du micro et que vous passez au régime réel, c'est la même chose. Vous allez passer à la date à ce jour. Je donne donc un exemple pour étoffer mes propos. Vous avez reçu par exemple un bien en donation en 1991. Cette valeur traduite en euros serait de 180 000 euros. Votre bien vaut aujourd'hui 360 000 au 1er janvier 2023. Vous débutez votre activité en février 2023. Eh bien, la valeur que vous allez prendre en compte pour l'amortissement, c'est 360 000. Attention, vous devez faire estimer ce bien par des professionnels de l'immobilier, soit par un notaire, soit par un expert immobilier agréé. Et si ce n'est pas le cas, choisissez 2 agences immobilières pour vous remettre 2 estimations et vous prenez la moyenne des 2. Ça vous permettra de défendre le montant retenu auprès de l'administration fiscale en cas de contrôle. Parce que vous l'avez bien compris, plus la valeur de votre bien est importante, plus l'amortissement va gommer vos revenus locatifs. Prenons l'exemple ici pour que vous puissiez comprendre sur la valeur du bien à 360 000 euros. Imaginons que vous avez des revenus locatifs de 1 200 euros sur ce bien immobilier. Ça veut donc dire que vous générez 14 400 euros. 14 400 euros de loyer sur 360 000 euros de valeur immobilière, ça vous donne un rendement qui est autour des 4-5%. Eh bien, si vous êtes au régime du micro-BIC et que vous êtes dans une tranche marginale d'imposition à 30%, vous allez payer en impôts et en prélèvements sociaux 3 398 euros. En optant pour le régime réel, quand bien même vous n'avez pas de prêt, quand bien même vous n'avez pas de charge de copropriété, vous n'avez pas réalisé de travaux, et c'est le cas puisque c'est l'exemple d'un client qui détient une maison, eh bien, il a un amortissement de 12 240 euros. Donc, on voit bien que les amortissements couvrent plus de 80% des revenus locatifs. Dès lors qu'on va déduire la taxe foncière plus son assurance propriétaire non occupant, eh bien, ce client ne paye plus d'impôt sur ses revenus locatifs. Donc, en optant pour le régime réel, quand bien même il n'y a pas de prêt, il n'y a pas de travaux, il économise 33 980 euros sur 10 ans, ce qui est loin d'être neutre. Donc, si vous faites de la location au régime du micro-BIC et que vous découvrez le régime réel, faites une simulation. On a un site qui est à disposition. Vous prenez rendez-vous avec un de nos conseillers. Vous allez tout de suite pouvoir étudier le gain fiscal, mais il est vraiment très important dans la plupart des cas.
Lorsque vous faites de la location meublée et que vous adhérez à un centre de gestion agréé, pensez aussi à adhérer à un centre de gestion agréé avant le 31 mai. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de profiter d'une réduction d'impôt sur les frais de comptabilité ou le frais d'outils pour générer votre bilan comptable. Vous allez profiter d'une réduction d'impôt à hauteur des 2/3. Effectivement, en étant au régime réel de la location meublée, vous avez une contrainte que vous n'avez pas en location vide, c'est que vous devez réaliser un bilan comptable. Deux options, soit vous passez par un outil, soit vous vous faites accompagner par un bilan comptable, par un comptable qui va réaliser ce bilan pour vous. Imaginons que vous ayez des frais, vous avez 500 € de frais de comptabilité d'un côté, 100 € de cotisation à un centre de gestion agréé de l'autre. Ça veut donc dire que vous allez payer 600 €. Si vous adhérez à un centre de gestion agréé, sous réserve évidemment de pouvoir y prétendre, c'est-à-dire être domicilié fiscalement en France, avoir moins de 77 700 € et de ne pas être sous le régime de l'indivision, eh bien vous allez vous faire rembourser 400 € en réduction d'impôt. Donc le coût comptable sera de 200 €. Les 200 € sont déductibles de vos revenus locatifs et vous permettent d'anéantir votre fiscalité, neutraliser la fiscalité sur les revenus locatifs. Dernier point, avant de répondre à vos questions, vous avez dû voir apparaître depuis votre espace, il y a eu suffisamment de communication de la part de l'administration fiscale qui vous indique de déclarer avant le 30 juin, sous peine d'une amende de 150 € par bien, vos biens immobiliers. Donc, vous avez un onglet qui s'appelle « Mes biens immobiliers », vous vous rendez dessus et vous allez préciser la nature de ces biens. Si c'est votre résidence principale, il suffit juste de valider que c'est toujours votre résidence principale. Vous devrez également préciser si le bien est vacant, si vous l'avez mis à disposition à titre gratuit ou si vous le louez. Par ailleurs, si vous êtes en location, vous préciserez également la nature de location. Est-ce qu'on est sur de la location vide? Est-ce qu'on est sur de la location meublée? Je précise d'ailleurs que si vous indiquez que vous êtes en location meublée, l'administration fiscale va vous demander votre numéro de SIRET. Le champ n'est pas obligatoire, mais ils vont pouvoir identifier tous les loueurs qui n'ont pas de numéro de SIRET. Donc, c'est le moment de régulariser sa situation. Enfin, si vous faites de la location, vous devrez également préciser l'identité de l'occupant, la date d'entrée dans les lieux et la sortie si elle est connue au moment de la déclaration, et le montant du loyer qui est donc demandé. N'oubliez pas de faire ces déclarations, ce serait dommage d'avoir les pénalités de 150 € par bien. Les questions qui nous arrivent souvent sur ces biens immobiliers, c'est notamment les propriétaires qui feraient de la location meublée à travers une résidence secondaire ou dans leur résidence principale et doivent se poser la question comment je déclare? Eh bien, c'est bien la vocation première de votre bien. Si d'abord c'est votre résidence principale, vous allez déclarer que c'est votre résidence principale. De la même manière que si c'est votre résidence secondaire, vous allez préciser que c'est votre résidence secondaire. C'est vraiment la vocation de votre bien immobilier. Voilà pour ces onglets. Je vous propose de passer aux questions. Je pense qu'il y a des questions. Il y en a quelques-unes. On va essayer de les reprendre dans l'ordre. Alors, Frédéric, vous venez d'avoir votre réponse sur la question « Faut-il un numéro de SIRET obligatoirement ?» Oui. Oui, alors j'ai vu aussi passer, j'ai plusieurs locations meublées. Est-ce que je dois avoir des numéros de SIRET différents? Alors, en principe, non. Je m'explique là aussi. Si vous êtes seul propriétaire du bien et que vous avez plusieurs biens, vous devez donc avoir une activité de location meublée et à l'intérieur de cette activité, vous avez plusieurs établissements dans lesquels vous faites de la location meublée. Donc, vous avez bien un numéro de SIRET. En revanche, si vous êtes au sein d'un foyer, vous êtes monsieur propriétaire d'un bien, monsieur et madame propriétaires d'un autre bien et madame également propriétaire d'un bien, dans ce cadre-là, vous allez avoir 3 SIRET différents parce qu'on a madame qui réalise une activité, monsieur, et puis l'indivision qui réalise aussi une activité. Donc, c'est vraiment, il faut raisonner en tant que propriétaire. Si vous êtes en indivision, c'est l'indivision. Donc, si vous êtes, par exemple, en indivision avec 2 foyers fiscaux différents, c'est l'indivision qui a son numéro de SIRET et vous reporterez le résultat à hauteur de votre quote-part. Alors, Frédéric avait aussi une question sur la location occasionnelle type Airbnb. Oui. Rentre-t-elle dans les revenus LMNP? Oui, ça doit être depuis 2017, c'est ce que j'ai dû vous dire tout à l'heure. Alors,
excusez-moi si c'est peut-être 2016, hein, mais à partir de cette date, en tout cas, il a été convenu que tout revenu de location meublée doit être déclaré en BIC, LMNP ou LMP, hein, en fonction du montant. Donc, ce n'est pas une option. Vous devez bien faire cette déclaration en fonction de la nature des revenus locatifs. Et oui, c'est bien, ils doivent satisfaire aux exigences réglementaires, type éviter les passoires thermiques. Alors, oui, sur l'activité qui est destinée à l'habitation. Aujourd'hui, les biens qui sont loués en location Airbnb plus de 4 mois dans l'année doivent également avoir un diagnostic performance énergétique. Pour autant, on n'a pas de contrainte réglementaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas de contrainte à le remettre, à imposer ou à transmettre cette information à l'occupant. Pour vous, si vous le louez seulement 2 semaines par an, vous n'êtes pas soumis à l'obligation du diagnostic performance énergétique. Par contre, vous devez, dans tous les cas, avoir un logement décent. Très bien. On a une question de la team sur si on est au LMNP réel simplifié, si on veut switcher en micro BIC, faut-il attendre 3 ans? Non, non, non. On peut modifier son option chaque année. Par contre, cette option, là notamment, imaginons que vous êtes au régime réel pour 2022, on est en 2023 et vous souhaitez opter pour le régime du micro. Faites cette option avant la déclaration de vos revenus locatifs, hein. Sinon, vous allez perdre une année, vous serez obligé de le faire en 2024 uniquement. J'ai répondu à quelques questions là, sur les conditions LMNP, LMP. J'ai envoyé quelques articles, n'hésitez pas à les consulter et à regarder le blog également, dont tous les montants sont indiqués. On avait une question sur la taxe CFE, oui, si on fait de la location meublée, type d'habitation, résidence principale, est-ce qu'on va payer la taxe CFE? Alors, la cotisation foncière des entreprises va dépendre du bien. Si vous faites de la location meublée au sein de votre résidence principale, vous êtes exonéré de cotisation foncière des entreprises. Ensuite, si c'est sur un bien qui est destiné à la location, vous allez être assujetti en principe, puisqu'en fait, c'est votre municipalité qui va être souveraine sur la mise en place d'une cotisation foncière des entreprises ou pas. Parfois, elle peut l'appliquer, elle peut exonérer ou elle peut exonérer partiellement. Ça va être le cas de Paris, par exemple, où la cotisation minimale d'une cotisation foncière des entreprises est de 236 € de mémoire. Eh bien, à Paris, le montant va être à 87-88 €. Donc, vous voyez qu'en fait, en fonction des territoires, les règles ne sont pas les mêmes. Mais pour la résidence principale, il n'y a pas de cotisation foncière des entreprises. J'ai aussi vu une question passer tout à l'heure, c'était je louais en LMNP saisonnier, mon bien était loué en vide auparavant, j'étais en location saisonnière, j'ai décidé de basculer en location saisonnière, comment dois-je faire? Alors, d'abord, on doit proratiser en fait tout simplement. À quel moment vous avez décidé de passer en location meublée? À partir du moment où vous êtes en cours d'année sur 2 fiscalités, la première période, vous devez déclarer en revenu foncier et la seconde période, vous devez déclarer en location meublée, donc dans des revenus BIC. Après, il suffit de proratiser les dépenses, hein, donc si c'était la moitié de l'année, 50% de la taxe foncière en revenu foncier, 50% de la taxe foncière en location meublée. Après, la question que vous pouvez vous poser sur la déclaration de mes biens immobiliers, eh bien, la question va se poser, quelle est votre situation au 1er janvier? Au 1er janvier 2023, vous êtes propriétaire du bien et dans quel schéma êtes-vous? Eh bien, vous allez mentionner location meublée. Si c'est du meublé, évidemment, en 2023. Je vous envoie le lien pour déclarer, pour obtenir son numéro de tirette, ça se fait sur le site du guichet unique. Donc, oui, alors c'est un petit peu compliqué, il faut quand même reconnaître que c'est loin d'être simple. Alors moi, je voudrais juste vous peut-être vous éviter un mouvement de panique parce qu'on est à l'aube de la déclaration ou de l'échéance, en tout cas déclarative, et peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que vous n'avez pas le numéro de tirette et qu'il vous manque certaines étapes. Alors, ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, l'administration fiscale semble être encore
tolérante avec le particulier. L'administration fiscale, si vous n'avez pas fait votre déclaration, elle ne vous connaît pas en tant que loueur. Donc, elle n'attend rien de votre part. Moi, je vous inviterais plutôt à prendre un rendez-vous avec un conseiller en fiscalité de chez Amaris. Même si on a des délais actuels qui vont être d'une semaine, 15 jours, ça ne va rien changer. De toute façon, quand bien même vous avez un rendez-vous aujourd'hui, il va falloir immatriculer votre activité et l'immatriculation prend entre 48 heures et 4 semaines, 1 mois, 2 mois ou 3 mois en fonction des SIE, donc c'est les services des impôts. Donc, en fonction de ça, vous n'aurez pas votre numéro de SIRET tout de suite maintenant, donc ce n'est pas grave. Dans ce cas, il suffit de déclarer dans votre case, vous faites votre déclaration d'impôt, vous indiquez dans la case location meublée, la case 5NK, vous mettez 0 parce que de toute façon, il y a de fortes chances que vous ayez 0 à mentionner, et puis vous validez votre déclaration d'impôt ainsi. Dès que vous aurez votre numéro de SIRET, dès que vous aurez votre bilan et que vous aurez un résultat précis à mentionner, soit vous venez modifier votre déclaration, parce que de toute façon, on aura jusqu'au mois de juillet pour pouvoir la modifier à tout moment sans avoir d'impact, soit vous pouvez le modifier ultérieurement, puisqu'on peut revenir jusqu'à 3 années en arrière. Donc, pas d'inquiétude, mais de toute façon, il y a de fortes chances que ce soit 0. Donc, mentionnez 0. Si éventuellement vous avez un déficit, vous pourrez toujours le reporter. C'est tout. Il ne faut pas paniquer avec cette échéance. Je vous le répète, l'administration fiscale ne vous connaît pas. Elle n'attend rien de votre part à ce stade. Donc, il faut mieux régulariser sa situation le plus tôt possible. Et si jamais vous aviez un contrôle de suite, vous leur expliquez que les démarches sont en cours. On avait des questions d'Amaury par rapport au fait de rester dans le statut. Ensuite, tu as des baisses de revenus. Là aussi, oui. Moi, je inviterais, je pense, à contacter nos conseillers pour peut-être vérifier votre situation. Oui. Peut-être que la question d'Amaury, c'était de se dire, peut-on basculer du LMNP au LMP? Il y avait une crainte, je pense, de basculer en LMP. Ok. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, chaque année, on va apprécier cette situation. Donc, sa situation, ça va être donc en 2023, on va regarder les revenus locatifs les revenus de location meublée qu'on va comparer aux autres revenus d'activité. Dès lors qu'ils dépassent les 23 000 euros, s'ils sont supérieurs, vous basculez en loueur en meublé professionnel. S'ils sont inférieurs, vous êtes en LMNP. Et chaque année, cette situation peut bouger. En tant que propriétaire, pendant votre période de détention de biens, ça ne va pas changer grand-chose, à l'exception qu'en loueur en meublé professionnel, vous aurez des cotisations sociales qui viendront s'impacter en plus et il faut compter à peu près 1 200 euros à l'année. Ces cotisations sociales, ce n'est pas toujours une mauvaise nouvelle. Ça vous permet d'avoir une couverture sociale lorsqu'on n'a pas d'autres activités. Je pense aux non-résidents, ça peut être une bonne nouvelle. Et ça vous permet également d'avoir 3 trimestres de retraite. Donc, voilà, il faut le regarder. Mais effectivement, si vous voulez avoir des questions complémentaires par rapport à votre situation, n'hésitez pas à échanger avec un conseiller. Mais ça vous permettra d'avoir une meilleure visibilité sur votre situation personnelle. Question classique. Est-ce qu'on peut envoyer ça? On n'a pas encore son SIRET, est-ce qu'on peut déclarer et remplir le SIRET ensuite? Oui, en fait, ce qu'il faut faire. Alors, ce que vous pouvez aussi faire, c'est adresser un petit mail peut-être à nos équipes en attendant d'avoir un rendez-vous. Je vais prévenir Angéline Vergniaud qui s'occupe du service. On a des guides de déclaration, notamment pour les personnes retardataires, où on vous explique ce qu'il faut mettre à quel endroit et comme ça, vous pourrez remodifier à un autre moment. Et l'adresse mail pour nous écrire, c'est contact-imo@amaris.fr, AMA2RIS.fr. Je laisse peut-être Régis remettre l'adresse. Je vois une question aussi de Nasser. J'ai de l'allocation de bureau équipé, dois-je cumuler 2 recettes en BIC? Oui, tout à fait. C'est 2 bilans qui sont différents, Nasser, mais ce sont des revenus d'un côté de location meublée, non professionnelle ou professionnelle, et des revenus BIC non professionnels ou professionnels de l'autre. Donc, c'est 2 choses différentes. Je vois aussi, je crois que c'est
Tim, j'ai une chambre de bonne 8 mètres carrés que je compte mettre en Airbnb. Les revenus peuvent être inclus dans la déclaration LMNP réelle simplifiée ou pas? Bien sûr. Et c'est pas, ils devront être inclus dans la déclaration LMNP. Bien sûr, avec toutes les charges qui sont engagées. Et n'oubliez pas, revenus, charges comprises, moins les frais et notamment les frais de plateforme. C'est contact-IMO. Contact-IMO. Alors, je vois qu'il y a une question. Les provisions sur travaux énergétiques sont-ils déductibles l'année des paiements ou l'année où les travaux sont terminés? À compte sur travaux payés en 2022 pour travaux réalisés fin 2023. Alors, tout dépend de la nature de l'activité locative. Si on est en activité de location vide, on va déclarer les sommes, on va déduire les sommes payées. Donc, tant qu'on n'a pas payé, quand bien même tant qu'on n'a pas payé en tout cas une facture, on ne va pas pouvoir déduire. Attention notamment aux fonds travaux. J'ai oublié de le mettre en alerte. Merci pour cette question parce que ça me permet de souligner ce point. Lorsqu'on fait de la location vide, on contribue et qu'on est en copropriété, on contribue à un fonds travaux allure. Le fonds travaux allure, c'est une provision que vous versez. Quand bien même vous la versez sur l'année, vous ne pouvez pas la déduire. Vous la déduirez uniquement lorsque les travaux seront engagés, la dépense sera engagée et payée. Le syndic de copropriété vous tiendra informé de la dépense et donc vous pourrez le déduire à ce moment-là. En revanche, si on est en location meublée et qu'on a payé une facture d'acompte ou qu'on a reçu une facture et qu'on ne l'a pas encore payée, donc on va payer on ne l'a pas encore payé en 2022, on l'a reçu, on la connaît, mais on ne la paye qu'en 2023. On va pouvoir la déduire en 2022. Il y a des questions sur les durées d'amortissement. Je ne sais pas comment répondre à cette question. Les durées types d'amortissement de l'immobilier à partir de la mise en location. Alors, en fait, il faut savoir que l'amortissement d'un bien va se faire en fonction de chaque bien et va se faire par composant, obligatoirement. Ce n'est pas une option. Quand on vulgarise les choses, on a tendance à vous dire qu'on amortit entre 25 et 30 ans. Mais dans la réalité, c'est plus technique que ça. C'est-à-dire qu'on va ventiler la partie construction, par exemple. Je sais que chez Amaris, on a plutôt une règle qui a tendance à dire que la construction, la partie gros œuvre, on va l'amortir plutôt sur 50 ans. Et en général, alors tout dépend du lieu de situation de l'immeuble encore, mais en général, ça représente 45% de la valeur du bien. Pour la partie étanchéité, on va plutôt être sur 10% de la valeur du bien qu'on va amortir sur 20 ans. Pour la partie installation technique, agencement, etc., on va englober tout ça. Donc, soit on le reventile, mais on prend le global de tout ça, ça représente en moyenne 30% et 30% qu'on va amortir en moyenne sur 15 ans également. Je vous ai mis un lien vers un article qui redétaille tout ça. Merci. Alors, Nasser pose la question, est-ce qu'on peut cumuler revenus de location meublée classique, location Airbnb et location de bureau équipé? Alors, on peut tout à fait avoir des locations de revenus fonciers, location vide à 89 000 €, avoir des locations de meublés à 48 000 € et une activité de location de bureau équipé qui génère 36 000 €. Pas de problème. Sauf que pour les revenus fonciers, on déclare location vide, on déclare en revenus fonciers. Pour la location Airbnb, on a une déclaration LMNP. Et pour les locations de bureaux équipés, on a une déclaration BIC, non professionnelle ou professionnelle en fonction de votre engagement. Eric demandait si on peut encore passer au réel pour cette année, donc peut-être rappeler la règle, on peut opter. Oui, on peut. Alors, en fait, il y a aussi une réponse, est-ce qu'on a le numéro de tiret? Si on n'a pas le numéro de tiret, on a la chance de pouvoir venir régulariser. Comme on va régulariser la situation, on va demander le numéro de tiret, on va vous faire opter pour le régime réel. Donc, dans ce cas, la réponse est oui. Si on a déjà un numéro de tiret, là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il va falloir qu'on fasse une demande pour 2023. Donc, on va vous faire opter pour 2023, changement d'option. Toutefois, il faut le faire avant l'échéance déclarative. Imaginons que vous êtes en juillet et vous vous rappelez vous avez oublié votre changement d'option alors que votre échéance, c'était le 1er juin.
tentons auprès de l'administration fiscale ce changement d'option. Je sais que nous, on l'a déjà fait à plusieurs reprises pour nos clients et on a obtenu 99% de résultats positifs. Donc, tentons-le. Mais c'est sans certitude. Alors, on regarde les autres questions, on prend peut-être un petit peu de temps. Dans mes revenus globaux, je dois déclarer que j'ai acheté un appartement nu l'année dernière qui peut être déclaré en déficit foncier. Est-ce que mon revenu imposable va baisser de 10 700 à cause du déficit foncier? Et par conséquent, mon revenu imposable peut être supérieur à mes revenus LMNP. Ou dois-je déclarer au microfoncier qui augmentera mes revenus? Non. Alors, moi, je vous invite à déclarer les travaux qui va vous générer un déficit foncier. Et votre déficit foncier, il va bien venir en déduction de votre revenu global. Et donc, il va être intégré dans votre revenu fiscal de référence et pour votre calcul de l'impôt. En revanche, quand on parle de comparaison du LMNP versus les autres revenus, on compare aux revenus professionnels. On ne prend pas en compte les revenus fonciers ni le déficit foncier. Donc, si vous avez une activité, par exemple, de location meublée qui est de 25 000 euros et que vous avez 50 000 euros ou 40 000 euros de revenus de salaire ou revenus professionnels, on va comparer les 25 aux 40 000. Et comme les 40 000 sont supérieurs aux 25, vous resterez en LMNP. Il y a une question très concrète sur comment on passe du micro-BIC au réel sur le site. C'est une lettre d'option tout simplement qui doit être faite ou un simple mail en option. Hein, pas un mail à l'administration fiscale ou votre conseiller directement via la messagerie. Complètement. Du site des impôts. En fait, normalement, c'est une lettre d'option qu'on adresse, donc par mail ou par courrier au service des impôts des entreprises. Mais, je vois Guillaume qui pose la question aussi sur la construction d'une maison neuve qui exploiterait en location meublée à l'été 2024. Est-ce qu'il peut déduire les taxes ainsi que les ouvertures de compteurs? Bien sûr, toute dépense engagée pourra être déduite sans exception. Alors, je vois beaucoup de questions par rapport à l'indemnité carburant. Comment la calculer? Allez sur le site de l'administration fiscale. Vous devriez trouver l'information sur l'indemnité carburant en fonction des kilomètres parcourus. À ne pas confondre avec les indemnités kilométriques que nous avons pour les frais de déplacement. Hein. Mettez bien barème carburant. Ou vous contactez votre expert comptable qui vous donnera les éléments. Si on a oublié de faire la déclaration au guichet unique, on peut le faire a posteriori, bien sûr, Vanessa, pas de problème, on peut le faire, on peut régulariser. C'est ce que je disais, l'administration fiscale reste. N'hésitez pas, passez-nous un petit coup de téléphone. Le premier rendez-vous, il est gratuit. Donc, vous allez, on va vous expliquer toutes ces démarches, on va peut-être vous rassurer et on peut vous accompagner, tout en sachant que tout ce qui est déclaration d'activité, on le fait gratuitement, on ne prend pas de frais pour cette partie-là. Donc, n'hésitez pas à nous consulter. J'ai une question de Steve qui se pose la question si le déficit foncier qui est engagé par un borloo peut être utilisé pour couvrir les revenus générés par une location meublée. Alors non, jamais Steve, jamais en fait, ce sont des revenus catégoriels différents. Donc, on ne peut jamais utiliser une catégorie pour venir en déduction d'une autre. Ça veut dire que le déficit qui reste dans les revenus fonciers reste déductible sur d'éventuels futurs revenus fonciers. De même que du déficit sur du LMNP s'impactera que sur la même nature de revenus. Question de Anne, je ne suis pas sûr que tu as répondu. Elle avait un bien en LMNP, elle a fait un déficit en 2022. Oui. Elle se retrouve en LMP l'année d'après. Est-ce qu'elle peut reporter son déficit? Alors, normalement, non, puisqu'en fait, on gère les déficits en fonction de la nature des revenus. Et donc, comme on a changé de nature, on ne va pas pouvoir impacter. C'est un peu la même réponse que je viens d'apporter. En revanche, dès lors que vous avez rebasculé en location meublée non professionnelle, vous pourrez reprendre ces déficits.
Alors, je vois Thibaut qui dit qu'il a besoin d'aide pour enseigner les champs du formulaire CGA. Est-il possible d'avoir un tuto pour ça? Alors, on devrait avoir les éléments, mais nous, on fait toujours les demandes de préinscription pour nos clients. Donc, contactez-nous, on pourra vous le faire. Est-ce que les taxes de séjour sont des charges? Bien sûr. Oui. Je regarde. Les intérêts bancaires, oui, il y a des questions sur les intérêts bancaires. On rappelle qu'on peut déduire les intérêts bancaires, mais pas le capital remboursé, bien sûr. Sous quelle forme sont-ils déclarés? On décompte les intérêts payés sur l'année, sur l'exercice concerné. Oui. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais... Alors, en plus, la banque doit fournir normalement Oui, un état des frais qui devrait être à votre disposition déjà depuis quelques semaines, qui va vous permettre de prendre en compte la totalité de ces dépenses, ou alors après, vous prenez sur votre relevé bancaire, hein, vous voyez. Dernière question, la valeur du terrain pour un bien en LMNP, c'est une vraie question, Jean-François, qui est difficile à trancher comme ça, parce qu'en fait, il faut quand même avoir bon, une valeur un peu plus, enfin des informations un peu plus précises, parce que même à Paris, en fonction de l'arrondissement, c'est pas la même quote-part sur le foncier, mais on pourrait considérer jusqu'à 40% pour la valeur du foncier sur Paris. Alors, Aurore, si vous prenez rendez-vous le 5 juin, vous serez peut-être en retard pour la déclaration de cette année, mais vous aurez la possibilité de faire une déclaration corrective. Ça, c'est Oui. nos conseillers vont vous l'expliquer au téléphone, donc on vous invite à prendre ce rendez-vous. Et dans ces cas-là, demandez par mail hein, l'aide pour déclarer En retard. comment faire en tant que déclaration tardive. Vous allez recevoir un petit tuto qui va vous permettre de générer. En fait, le plus important, c'est de venir générer les formulaires nécessaires sur votre déclaration d'impôt. Quand bien même vous mettez 0, vous pourrez revenir pour le modifier. Alors, on va faire il est 13h02, on va mettre fin à cette webconférence. Je sais que ça va générer quelques frustrations parce que je n'ai sans doute pas eu le temps de répondre à tout le monde. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nos équipes pour avoir des réponses plus personnalisées. Alors, ceux qui sont déjà clients chez nous, contactez votre conseiller. Et pour les autres, je vous invite à vous rendre sur le site. Encore une fois, même si on a un petit délai en pleine période fiscale, c'est le prix peut-être à payer puisque c'est un rendez-vous qui va être gratuit, qui va vous délivrer un conseil personnalisé de qualité. Ne vous inquiétez pas, il y aura toujours une solution pour régulariser. Voici le mot de la fin pour ma part. Et merci à tous pour votre participation. Vous étiez encore très nombreux. Oui. Merci à vous. Un petit mail avec le replay. N'hésitez pas à le reconsulter. Voilà, ça arrive dans votre mail tout de suite. Je vous ai remis le lien du site. N'hésitez pas à consulter le blog. On a la chaîne YouTube également. Il peut y avoir pas mal de réponses. Donc voilà. On vous souhaite une très bonne journée, bonne déclaration et à très bientôt. Belle journée à vous. À bientôt. Au revoir.